Et nous revoilà pour la vidéo avec Morgane sur l'allaitement. J'attends que Morgane se connecte. Bonjour. J'attends Morgane qui va se connecter, qui va intervenir sur l'allaitement. Puis peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre. On n'a pas forcément choisi le meilleur créneau horaire. 14h30, la sieste est peut-être finie pour les bébés, pour les enfants. Alors, Morgane est là. Alors, donc, Morgane va arriver. Voilà, ça y est. Morgane est là. Bonjour tout le monde. Amandine, salut Amandine. Bon bah ça y est, on n'est plus toutes seules. On est quatre, mais on n'est plus toutes les deux, donc c'est cool, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer tout doucement. Donc, c'est notre premier live hein, à Morgane et à moi. Donc, que vous soyez en direct ou en replay, on vous demande un peu d'indulgence. Voilà. Du coup, l'idée de ce premier live, pour moi, bah, c'est d'inviter des copines ou des collègues qui œuvrent aussi dans le domaine de l'accompagnement à la parentalité et de pouvoir proposer bah, des thématiques différentes, des choses que moi, je ne propose pas. Donc, c'est le cas de l'allaitement, puisque je ne suis pas du tout formée sur l'allaitement. Et voilà, je renvoie souvent justement bah, vers Morgane quand il y a des questions. Donc l'idée d'aujourd'hui, bah, c'est de pouvoir répondre à quelques questions qui ont déjà été posées en message privé et puis de pouvoir répondre à vos questions aussi en direct si vous en avez en plus. Du coup, Morgane, je te propose de te présenter, dire un peu qui tu es, sur quel secteur tu interviens et sur quelle thématique, parce que tu fais pas que de l'allaitement, que de l'accompagnement à l'allaitement. Donc voilà. Eh ben, moi, c'est Morgane, donc j'ai 30 ans. Je suis infirmière de diplôme à la base. J'ai travaillé pendant 7 ans en service de pédiatrie néonate à l'hôpital de Vichy. Pendant ces 7 ans, bah, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et suite à ma deuxième maternité, parce que j'ai deux filles, la première à 10 ans et demi et la deuxième à 3 ans. Et c'est surtout suite à la deuxième maternité, ma deuxième fille, où bah, j'ai allaité, j'ai porté, j'ai massé et je me suis interrogée sur, voilà, sur tout ça, sur l'accompagnement qu'on pouvait mettre en place. Et donc, vu que je suis sur Vichy et dans le bassin vichysois, il n'y a pas grand-chose, j'ai décidé de me former et voilà, de transmettre à qui le veut le peu de savoir que j'ai. Donc Est-ce que voilà. tu peux nous dire du coup ce que tu as fait comme formation globale, enfin autour de la parentalité justement? Alors, j'ai fait une formation pour devenir monitrice de portage, ainsi qu'institutrice de massage bien-être bébé. Et pendant un an aussi, je me suis formée au niveau du CREFAM et j'ai passé là en septembre la certification IBCLC. J'attends les résultats avec impatience. On les aura normalement mi-décembre. Ouais, je croise les doigts, on verra bien. Euh, donc voilà, et depuis début octobre, je suis installée dans mon cabinet dans une maison de santé avec d'autres professionnels de santé en tant que consultante en lactation et accompagnante postpartum, parce que je suis en train de me former pour devenir aussi accompagnante en postpartum. Voilà. Donc les mamans autour de Vichy ont de la chance d'avoir tout ça à proximité. Et du coup, sur l'allaitement, tu te déplaces aussi enfin, un petit peu autour ou tu restes surtout sur Vichy? Pour l'instant, c'est surtout des mamans de Vichy et puis les alentours vraiment juste à côté, les environs, qui sont venus. Après, moi, cela me dérangerait pas de me déplacer s'il y a nécessité. Et puis, pourquoi pas trouver des pieds-à-terre dans des endroits pour un peu centraliser les choses. Voilà. Mais vu que je viens juste de me lancer, c'est des projets.
des envies et puis il faut le temps que ça se fasse. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le rôle de la consultante en lactation? À quoi ça peut servir d'aller voir une consultante en lactation quand on allait? Ou pendant la Alors, grossesse, enfin voilà, à quel moment aussi c'est peut-être le mieux de consulter? une consultante en lactation est là du moment où on a envie d'allaiter jusqu'au moment du sevrage. Donc, n'importe quand, ou même si vous n'avez pas vraiment envie d'allaiter, mais vous avez besoin d'avoir des renseignements par rapport à ça, et qu'au final, vous donnez le biberon, vous pouvez aller voir une consultante en lactation. Voilà. Mais dès qu'on se pose des questions sur l'allaitement, qu'on a envie de savoir certaines choses, qu'on rencontre malheureusement des difficultés ou qu'on a envie de sevrer, voilà, c'est plein de thématiques. Il y a plein de thématiques qu'on peut aborder lors d'une consultation. C'est une consultation où on prend le temps de se connaître, de se faire confiance. Et puis, et après, on voit ce qu'on peut mettre en place. Moi, je pars du principe que je donne des pistes. Et après, je vois ce que la maman et le bébé, et puis le deuxième conjoint, s'il est là, peuvent mettre en place parce qu'après, chaque habitude de vie est différente. Donc, voir voilà, ce qui s'adapte le mieux à leur vie, à leur Ouais, donc rythme. tu t'adaptes vraiment aux besoins de chaque famille qui vient te consulter. En fait, il n'y a pas d'accompagnement prédéfini, c'est un peu au fil de l'eau en fonction de ce que les familles recherchent et des questions ou des difficultés qu'elles peuvent avoir. Exactement. Oui. Ok, J'essaye de faire au mieux. et je suis sûre que tu le fais très bien. Alors du coup, on avait eu quelques petites questions en amont du live. Bon, on a eu deux questions en amont du live. Donc déjà, on va déjà commencer par ça parce que tu as déjà des petites réponses à apporter là-dessus. Et puis après, ben, celles qui sont là, je dis celles parce que j'ai vu que des femmes se connecter, c'est bizarre. Donc celles qui sont là, après, si vous avez, enfin, déjà, si vous avez envie de réagir à ce que Morgane dit, n'hésitez pas. Moi, je vais checker un peu les commentaires et tout ça, et donc je rebondirai dessus. Et puis après, si vous avez des questions en plus à poser à Morgane, et ben, profitez-en aussi. Donc coucou à toutes celles qui nous ont rejoints, Chérifa, Sylvie, Julie, Aurore, les ateliers de Mookie, voilà, bienvenue à toutes. Du coup, dans les questions il y avait une première question qui concernait la diversification et continuer l'allaitement quand le bébé est diversifié. C'est Amandine qui nous avait posé cette question-là. Je te laisse y répondre du coup. Oui, pas de souci. L'OMS, au niveau de l'allaitement, préconise l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis l'allaitement et le début de diversification à partir de 6 mois, et l'allaitement en complément pendant jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Voilà, c'est les recommandations de l'OMS. Ouais. Après, dans la vie de tous les jours, vers 6 mois, c'est ce qui est recommandé. Il y a des pédiatres qui disent plutôt parce qu'on entend beaucoup pour les allergies, c'est mieux, etc. Il n'y a pas d'études fiables pour l'instant qui prouvent qu'avant 6 mois, vers 4 mois, c'est mieux d'introduire des aliments. Donc voilà, vaut mieux rester pour l'instant sur ce que préconise l'OMS aux alentours de 6 mois. Après, on n'est pas à une semaine près, j'ai envie de dire, si un enfant a vraiment envie d'interagir, de commencer à manger et qu'il a 5 mois et 3 semaines, c'est pas non plus, c'est pas grave. Ouais. Moi, je Voilà. sais que j'avais commencé plus tôt, mais parce qu'elle régurgitait. Et du coup, c'est vrai qu'on m'avait dit à l'époque que le fait d'introduire enfin, des aliments solides, entre guillemets, enfin, pas que du lait, ça pouvait aider aussi à ce niveau-là pour diminuer les régurgitations, le RGO, etc. Alors, c'est ce qu'on entend souvent, sauf le RGO, en fait, l'alimentation solide, effectivement, on a l'impression qu'il y en a moins, mais Mm. c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y en a moins. Et vu que c'est solide, eh ben c'est beaucoup plus dur à faire l'aller-retour, donc ça irrite encore plus. Ouais, Voilà. c'est un mauvais conseil. Après, voilà, la RGO, c'est encore voilà une autre thématique. Et vrai, c'est vrai que c'est encore autre chose et il y a tout un accompagnement autour à faire. Et puis, bah, comme
toi aussi, tu as été formé pour le RGO et portage. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, plein de pistes à explorer Ouais. par rapport à ça. Et en repartant sur la diversification, il faut savoir que jusqu'à 1 an, l'aliment de base de l'alimentation d'un enfant, c'est le lait. Mm. Donc jusqu'à 1 an, ça va être là pour l'allaitement maternel, ça va être ça qui sera en priorité. Mhm. Et on introduit l'alimentation de solide à côté. Ça veut dire que ça sera tété à la demande. Mhm. On va d'abord proposer la tétée et après proposer un repas. Et non l'inverse, parce qu'on peut facilement faire sauter une tétée à ce moment-là. Ouais, du coup, si on commence par la purée, admettons, il se peut qu'après il ait plus faim et qu'il ait pas envie de téter, quoi. C'est pour ça, ouais. Donc D'accord. plutôt faire l'allaitement à la demande quand il en a envie. Après, si on donne une purée le midi et qu'il n'a pas envie de téter, on donne la purée. On va pas non plus. Mhm. Mais voilà, c'est l'allaitement à la demande comme avant, sauf qu'on introduit voilà une purée ou DME, peu importe, le Oui. midi. Puis après midi 4 heures, midi 4 heures soir, bon selon le rythme qu'on a décidé de prendre, mais voilà. On garde vraiment les tétés à la demande comme on avait jusqu'à la diversification. Ok. Il y a une question supplémentaire du coup d'Amandine, donc qui avait posé la question initiale sur la diversification. Pour donner de l'eau à un bébé de 7 mois allaité, est-ce qu'on risque pas du coup la confusion sein-tétine? Si on donne de l'eau au biberon, du coup, j'imagine. Alors, il y a toujours, alors, sur cette confusion sein-tétine, il y a beaucoup de choses, d'articles, on entend beaucoup de choses. Il faut savoir que ce risque, c'est surtout pour les enfants qui ont des troubles de la succion, euh, mais que donner un biberon ou donner une tétine n'est pas anodin. Après, encore une fois, faut voir parce que si c'est le seul moyen pour donner de l'eau parce que bébé refuse tout le reste et qu'on doit donner de l'eau pour X raison, et ben voilà. Il faut, encore une fois, c'est une balance bénéfice-risque. Il faut garder en tête qu'il y a ce risque de confusion Mhm. et que si au niveau de l'allaitement on voit que ça coince, bah, tout de suite enlever les biberons. Après, pourquoi pas à 7 mois proposer au verre? Mhm. Parce que, alors ça, chez nous, on a un peu peur de proposer le gobelet, mais il y a des services avec des prématurités qui donnent pas du tout de biberon et qui donnent, alors au début à la seringue, etc. Et quand ils commencent à avoir des bonnes quantités, ils donnent au verre. Mhm. Donc, c'est tout à fait possible à 7 mois de donner de l'eau au verre. Alors, il faut bien que l'enfant soit redressé. Il faut pas tout lui verser dans la bouche. Il faut lui mettre vraiment, que ça soit un liseré au bord du verre, etc. Il faut prendre des précautions, mais c'est tout à fait possible. Ok. Euh, Il y a une question de Marion. Alors, je la pose maintenant parce que je crois que Marion disait au tout début de la vidéo qu'elle ne pouvait pas rester très très longtemps. Donc, une petite question, je lis. Ma fille me mord depuis quelques jours. Elle a 15 mois. Elle le fait exprès. Donc, le exprès est entre guillemets. Il rigole ensuite. Ce n'est pas accidentel. Je lui dis non en lui expliquant que ça fait mal et je lui donne un jouet dentaire à mordre. Des astuces pour que ça passe. Ça dure depuis 2 3 jours uniquement, mais c'est fréquent. Euh, Est-ce que cette petite puce n'aurait pas mal aux dents? Ouais, Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dessus qui la titille un petit peu? Si c'est le cas, et ben voir comment on peut lui soulager cette douleur. Et si c'est pas le cas, c'est un passage que certains enfants ont, pas tous, mais ça arrive de mordre comme ça. Et il faut faire exactement ce que tu fais déjà, c'est de lui expliquer que non, Mm. que ça fait mal à maman, que c'est parce que voilà, c'est pour téter, le sein est fait pour téter et pas pour mordre. Lui présenter des jouets où là elle a le droit de mordre. Mm. Et des fois aussi, certains enfants avant de mordre, ils ont, alors je dis n'importe quoi, ils ont un petit réflexe, ils ont une petite attitude qui montre qu'ils vont mordre par la suite. Donc essayer de trouver ce petit réflexe pour pouvoir l'enlever avant qu'elle fasse cela. Ouais, pour pouvoir stopper tout de suite ou justement lui donner tout de suite le substitut sur lequel elle va pouvoir mordre et qu'on n'ait pas la douleur du coup. C'est ça, c'est exactement ça. Donc Marion, tu nous dis, elle a déjà eu des douleurs dentaires sans perturber les tétés. Ouais, après, ça peut être une période où elle va se rapprocher à ça et c'est le sein qu'elle va mordre à ce moment-là, quoi. Oui. Mm. Alors peut-être que c'est pas ça, mais c'est voilà, c'est une possibilité à voir si ça peut être ça ou pas. Mm, mm.
Donc tu confirmes, Elle Marion? change de position. Et ben voilà, alors quand elle commence à changer de position, voilà, tu l'enlèves et tu lui expliques que tu sais que la suite va être une morsure, que ça fait mal et tu lui donnes un jouet à ce moment-là, Mm, un mm. anneau de position, etc. Du coup, pour rebondir là-dessus, parce que là, effectivement, on parle de morsure pendant la tétée. Après, ça peut être, enfin voilà, un comportement d'un enfant, surtout à cet âge-là, qui n'est pas forcément en lien avec l'allaitement, avec la tétée. Donc là, du coup, je réagis, j'apporte mon éclairage à moi. Mais effectivement, la réaction que tu as, Marion, c'est la bonne, hein, c'est de lui rappeler quelle est la règle. On ne mord pas le sein de maman. Par contre, tu peux mordre tel ou tel jouet, telle ou telle chose. Et après, j'ai envie de dire, ben, c'est la répétition qui fera que, à force, elle va comprendre à quel moment, enfin, quelle chose elle peut mordre du coup pour se soulager et quelle autre elle ne peut pas. Et c'est vrai que dans la petite enfance, et notamment à 15 mois, les choses, on les répète assez longtemps pour que ce soit assimilé et c'est tout à fait normal. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Tu fais bien, tu fais bien. Euh, on avait une autre question aussi. Enfin, je sais pas si je passe trop vite, hein, tu as peut-être d'autres choses à dire sur les deux questions là, qu'on a abordées, Morgane. Non, non. On avait Après, une... il y aurait plein de choses à dire, mais Ouais, non, mais on n'a qu'une heure. c'est ça. Non, non, c'est bon. Sauf s'il y a deux personnes qui veulent réagir dessus, il n'y a pas de souci, mais Ouais, moi je continue à checker les commentaires s'il y en a, donc n'hésitez pas s'il y a des réactions ou des questions à ce qu'on vient de dire. Sinon, on avait une question sur les freins restrictifs. Une question qui nous disait comment détecter un frein restrictif et comment et à qui on doit faire appel s'il y en a un. Ça, je sais que c'est un grand sujet restrictif dont on parle beaucoup en ce moment. oui, oui, c'est un sujet, oui, qu'on on voit beaucoup, beaucoup de choses dessus, beaucoup d'articles, de posts sur les réseaux, etc. Euh, Au niveau des freins, il y a, il faut s'adresser à des personnes formées à la détection des freins. Il faut savoir que quand on va faire une détection des freins, en fait, tout le monde a un frein, plus ou moins prononcé, et le frein, il est soit restrictif, soit il n'engendre aucune difficulté au niveau de l'alimentation, au niveau de l'articulation, au niveau de, voilà. Donc, si on voit qu'il y a des difficultés, qu'il y a une mobilisation de la langue pas optimale, etc., c'est à ce moment-là qu'il faut se rapprocher d'une personne formée et qui va faire tout un bilan. Dans ce bilan, il y aura, alors si c'est un bébé allaité, il y aura tout un questionnaire par rapport à l'allaitement. Si c'est un bébé au biberon, il y aura pareil. Il y aura, par exemple, on demande s'il y a beaucoup d'euros, de colis, de gaz, s'il y a des claquements de langue, Mhm. des, qui montrent que bah, c'est pas assez étanche au niveau du sein, que c'est pas assez ventousé, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il y a plein de choses à questionner. On demande aussi, on voit la mobilité de la langue. Il y a tout un moment où on va aller voir dans la bouche du bébé et faire des manipulations pour voir comment cette langue se mobilise, D'accord. comment, voilà, s'il y a des restrictions ou pas. Euh, il faut savoir qu'il n'y a pas que des freins de langue, il y a aussi des freins de joue et des freins de lèvres. D'accord, ok. Donc, à ce moment-là, quand on est dans la bouche de bébé, on va voir aussi les freins de joue et les freins de lèvres. Voir parce que bah, ça peut amener des restrictions aussi. Donc Ok. voilà. Et après, pour se faire accompagner là-dedans, donc si on allait une consultante en lactation pour, bah, si on a des crevasses, pour aider par rapport à ça, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc Mhm. la consultante en lactation pour l'allaitement, à côté de ça, s'il y a des tensions, etc., bah, chiro ou ostéo ou kiné. ORL pour voir aussi. Ben, voilà, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire avec plusieurs professionnels D'accord. qui sont formés à cela. Et comment on peut, alors mis à part justement en consultant quelqu'un et en regardant si le frein il est restrictif ou pas, comment on peut se rendre compte justement qu'il peut y avoir un souci à ce niveau-là? Qu'est-ce que ça peut créer dans, entre guillemets, le comportement du bébé? Enfin, tu parlais de RO, de choses comme ça, mais je crois que ça peut jouer aussi pas mal sur le sommeil, sur toutes ces choses-là, en fait, sur la tension, quoi. Enfin, un bébé un peu stressé.
C'est ça. Je dis ça parce que Alors, j'ai l'impression, du coup, avec le recul, que ma fille, en fait, elle avait certainement un frein quand elle était bébé et qu'on a essayé plein de trucs, mais qu'on n'a jamais cherché de ce côté-là parce qu'on ne savait pas. On en parlait peut-être moins aussi il y a 4 ans, je on en sais. parlait moins. On en parlait moins. Mais ouais, enfin, j'ai lu du coup rapidement qu'il pouvait y avoir plein de conséquences sur le comportement et du coup, pas que du bébé. En tant qu'adulte, on peut aussi avoir un frein restrictif qui nous gêne pour pas mal de choses, quoi, de ce que j'ai entendu. Non, mais c'est exactement ça. Il peut avoir, alors oui, au niveau de l'allaitement, mais après, exactement, ça peut être RGO, ça peut être gaz, colique, RO, des difficultés pour dormir, des tensions. Mhm. euh, Ça peut entraîner, vu que ça entraîne des tensions, ça peut entraîner un syndrome de Kiss. Ouais. Enfin, voilà, c'est possible. Et chez des adultes qui ont un frein et bah, qui n'a pas été pris en charge parce qu'effectivement, on n'en parlait pas, etc. Bah ouais, pareil, beaucoup de tension, beaucoup de fatigue, bah, de fatigue parce qu'on dort moins bien. Il faut savoir que pour dormir vraiment un sommeil reposant, réparateur, il faut dormir la bouche fermée, la langue vers le palais et respirer par le nez, une respiration nasale. Ok. Et donc, faire ça, si on le fait pas, alors on va dormir, hein, mais ça sera pas optimal, ça sera pas un sommeil réparateur. Donc, ça peut entraîner voilà, des fatigues et encore plus de tension, etc. Ça peut entraîner aussi de hyperactivité. Des fois, on Mhm. dit que voilà, des enfants hyperactifs, alors je dis pas que tous les enfants hyperactifs ont un frein, hein, mais c'est possible D'accord. que voilà, qu'un frein engendre ceci. Aussi par rapport à la diversification, si on retourne vers nos petits loulous, euh, c'est possible que bah, ils aient des gros réflexes nauséeux, donc une diversification un peu plus difficile à amener. Mhm. Enfin, il y a plein de choses. C'est un vaste sujet où pour l'instant on commence à beaucoup parler, où Ouais. beaucoup de personnes donnent leur avis, etc. À voir par la suite avec le recul. Et il faut savoir si on doit faire une frénectomie. Il y a tout un accompagnement à faire avant la frénectomie, qui est Mhm. vraiment très importante au niveau des exercices, parce que on va apprendre, bah, les parents vont apprendre à faire les exercices qu'ils devront faire par la suite. Ils vont prendre confiance pour faire les exercices par la suite, mais aussi bébé va s'habituer à faire tous ces exercices. Et après, ça sera plus un moment, il faut aussi que ça soit un moment ludique, un moment de jeu. Donc voilà, c'est très important de faire ces exercices avant, d'être bien Mhm. accompagné avant, de relâcher au maximum toutes les tensions avec chiro, ostéo, kiné, voilà, les personnels soignés, Ouais. qui sont formés à ça. Et après la phrénectomie, il y a encore un suivi assez long par rapport à ça aussi. Et est-ce qu'on peut faire une frénectomie quand on est adulte si on se rend compte qu'on a un frein restrictif, je sais pas, à 35 ans? Oui, c'est tout à fait possible. Bah, dans la formation que j'ai faite, euh, une consultante en lactation IBCLC, elle vient de se faire là la phrénectomie et oui, et c'est pareil, c'est tout un accompagnement avant-après avec d'autres exercices, bien sûr. On fait pas exactement le même exercice avec un bébé qu'avec un adulte. Mhm. On peut proposer d'autres choses, voilà. Mais si, c'est tout à fait possible. Après, malheureusement, en France, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui les coupent. Mais Mhm. voilà, faut plus s'orienter vers la bonne personne et voilà. D'accord, ok. Et toutes les consultantes en lactation sont forcément formées aux freins restrictifs ou pas? Parce que toi, tu as fait une formation en plus, il me semble. Alors oui, j'ai fait une formation en plus avec Caroline Deville. Euh, on n'est pas, alors on en parle, mais on n'est pas vraiment formé. Voilà, il y a pas, c'est pas aussi poussé qu'une formation à côté D'accord. qu'on Donc, peut dans faire. l'idéal, si on veut se faire accompagner, il vaut mieux demander à la consultante si elle a une formation en plus et pas la formation de base, entre guillemets, de consultante en lactation, quoi. Ouais. Ok. On a Julie qui nous pose une question. Alors, je lis en même temps. Donc, pour ma fille, j'ai eu des soucis car elle tétait toutes les heures, ne dormait pas et hurlait au bout d'un moment. On l'a pesée, on s'est rendu compte que depuis la sortie de la maternité, elle n'avait pas pris de poids. J'ai été louer un tire-lait, j'ai vu que mon lait était clair comme de l'eau, mais je n'ai jamais trouvé personne pour m'aider et je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Alors qu'à la maternité, tout se passait bien.
Donc du coup, si je comprends bien, Julie, tu me dis si je me trompe pas, mais en gros, tu as arrêté l'allaitement parce que tu pensais que ton lait n'était pas... enfin, ta fille ne prenait pas de poids et du coup, tu te poses la question de la couleur du lait, peut-être comme tu dis que le tien était clair comme de l'eau et t'as pas su si le fait qu'elle prenne pas de poids, ça venait de là ou pas en fait. C'est un petit peu ça? Avec des tétés toutes les heures, soucis de sommeil et elle pleurait beaucoup. Voilà, je résume un petit peu. Alors, faudrait savoir, c'était, oui, si j'ai bien compris, c'était tout de suite à la sortie de la maternité? Ouais, d'accord. Ouais, apparemment, j'ai Euh, mais... T'as bien résumé, oui. Après, il faudrait voir une tétée, voir si la tétée était efficace. Euh, t'as complètement arrêté l'allaitement ou pas là? Alors, je me permets de répondre parce que je connais Julie et sa fille est Ah, plus grande maintenant, donc oui. d'accord. Ok. Donc, la question Euh, se pose pour futur bébé. d'accord. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir une tétée, voir si elle était efficace ou pas au sein. Si elle n'était pas efficace, bah, mettre des choses en place pour qu'elle soit un peu plus efficace. À côté de ça, et ben, aider à drainer le lait, le sein, parce que plus on va drainer le sein, plus on va produire de lait. Donc voilà, et mettre en place des choses pour drainer le lait, voir une mise au sein pour voir ce qui se passait exactement. Et après, pour l'aspect de ton lait, il faut savoir que le lait, c'est magnifique, quoi. Moi, je trouve ça magnifique, mais en fait, les composants du lait, on sait à peu près ce qu'il y a dans le lait, mais il évolue tout au long de la journée, même tout au long d'une tétée et tout au long de l'aventure lactée. Donc, en fait, là, tu as tiré ton lait, tu as l'impression qu'il était très transparent, etc. Mais peut-être que c'était juste ce moment donné et qu'un peu plus tard, il serait devenu un peu plus opaque. Enfin, voilà, ça c'est à voir aussi un peu, à creuser un peu plus. Mais bon, il n'y a pas de raison que le lait soit pas assez nourrissant. C'était plus, je pense, une mauvaise prise, pas une mauvaise prise du sein, mais voilà, une prise du sein pas optimale, une succion pas optimale qui ne permettait pas à l'enfant de prendre sa quantité pour grossir et voilà, pour grandir. Au niveau de la position d'allaitement, des choses comme ça, non? Ça peut être la position, ça peut être aussi une petite ouverture de bouche, ça peut être un frein, pourquoi pas. Mhm. Donc voilà. Et après, il y a des gestes à faire sur le sein, comme une compression mammaire, pour essayer de drainer, d'apporter un peu plus de lait au bébé. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour essayer. Il y a la possibilité de tirer son lait pour stimuler, parce que vu que le bébé ne stimule pas, ou pas suffisamment plutôt, et de proposer un DAL, c'est un dispositif d'aide à l'allaitement, c'est-à-dire qu'on a bébé au sein et on donne un complément en même temps. Mhm. Donc voilà, il y a plein de choses. Au revoir Marion. Oui, au revoir Marion. Après, c'est vrai que, enfin, aujourd'hui, on a plus de personnes autour de nous, entre guillemets, qui peuvent nous aider. Mais j'en parlais il n'y a pas longtemps dans une formation et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, justement, je rebondis sur la couleur du lait parce qu'on pouvait se dire, bah, en fait, je produis pas du lait comme il faut pour mon bébé ou justement, il n'est pas assez nourrissant et du coup, bah, je peux pas allaiter, c'est comme ça, il faut que j'arrête, quoi. Enfin, moi, je sais que quand j'allaitais ma fille, ma grand-mère m'avait dit, parce que justement, ma fille t'était très, très souvent, elle était tout le temps au sein et enfin, je savais pas si c'était normal ou pas, du coup. Et ma grand-mère me disait, mais moi, tu sais, mon médecin m'avait dit d'arrêter parce que, en fait, mon lait n'était pas assez nourrissant pour mon enfant. Et il y a toujours, enfin, il y a beaucoup encore cette croyance-là, quoi. Alors que, en fait, on produit le lait qu'il faut pour notre enfant, mais on a toujours peur, soit de ne pas en avoir assez, soit qu'il soit pas assez bon, entre guillemets. Enfin, je sais pas, j'imagine que c'est quelque chose que tu entends souvent aussi et que tu revois souvent. Ah bah moi là, alors pas toutes les mamans, je vais pas exagérer, mais beaucoup de mamans me disent mais comment je vais savoir si ça suffit, Ouais. si si mon lait lui suffit, etc. Donc après là il y a beaucoup de remise en confiance Mhm. parce que bah, le corps fait des choses magnifiques. Donc remise en confiance en son corps, en sans lactation. Et après il y a des petites pistes si bébé prend du poids, si bébé urine bien, a des selles, s'éveille. Voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter au niveau de la lactation. Il faut savoir qu'on n'est pas tout égal au niveau entre guillemets, du réservoir lacté qu'on a, Mhm. de notre production lactée. Donc,
il est possible que bébé tète souvent parce que notre production fait qu'il faut qu'il tète souvent. Ou c'est possible que bébé soit un petit mangeur souvent. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités qui fait qu'un bébé tète souvent. Donc, il faut prendre tout en compte. Et c'est pour ça qu'une consultation en allaitement dure longtemps. Au moins les premières, pour vraiment prendre tout en compte, discuter et puis voir un peu ce qui se passe pour après lui donner des pistes et puis aider du mieux possible. Ouais. Ouais, et puis c'est tout à fait ça, parce que c'est vrai que quand tu dis qu'il y a des bébés qui sont des plus petits mangeurs et qui vont prendre moins, mais plus souvent, ben, moi, du coup, je n'ai pas allaité très longtemps parce qu'il y avait personne qui n'était pas là à l'époque, donc il y avait personne pour m'accompagner. Et même quand on est passé au biberon, ben, finalement, elle prenait des petites quantités en biberon et elle réclamait souvent, quoi. Ce qui était du coup plus compliqué parce qu'elle mettait plus de temps à digérer ce lait-là que le mien. Mais finalement, elle prenait pas forcément plus en quantité, quoi. Donc ouais, il y a des petits et des gros mangeurs, mais comme à tous Après, les... oui, puis il y aura des bébés qui seront allaités au sein et qui prendront des bonnes tétées et qui dormiront pendant 4 heures d'affilée et qui reprendront des bonnes tétées. Voilà. Après, on n'est pas tous pareils. Et même dans la vie adulte, hein, il y a des gros bons mangeurs et puis il y a plutôt des picassiettes. Voilà, Exact, qui grignotent toute la journée. c'est ça. Mais par contre, c'est effectivement, si on n'a plus de sel, plus d'urine, un poids avec une cassure de courbe, un bébé qui est plutôt en économie d'énergie, là, faut mettre des choses en place et il faut consulter et puis il faut voir, voilà, faut voir un peu. Ouais, voir d'où ça vient pour Mm, pouvoir continuer dans de bonnes conditions pour tout le monde, quoi. Parce que c'est ça. ça peut être hyper éprouvant aussi, justement, quand on rencontre des difficultés comme ça, ben, de se poser toutes ces questions et de se dire, ben, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je fais pas bien? Ben, voilà, pour l'avoir vécu, c'est vrai que Oui, c'est souvent ça et c'est souvent, on a l'impression que notre corps nous trahit en fait un petit peu, logiquement, on est plus capable d'allaiter, voilà, de produire du lait et que là, on n'y arrive pas et comment ça se fait? Et oui, la confiance en soi en prend un coup. ouais. Julie nous dit, malheureusement, à l'époque, j'ai trouvé personne pour m'aider, du coup, j'ai tout arrêté. Oui, ben, moi aussi. Moi aussi, Julie. Je compatis complètement. Ouais. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, enfin, voilà, sur mon Luçon, pour les mamans que j'accompagne, ben, il y a une association d'accompagnement à l'allaitement qui a été créée, mais on n'a pas de consultante en lactation formée, ou alors en tout cas, je la connais pas. Mais, euh, mais voilà, ça se développe de plus en plus, heureusement. Amandine qui nous demande est-ce qu'une consultation peut être un joli cadeau pour une future maman qui souhaite allaiter, une séance en prénatal ou une consultation au tout début? Alors, qu'est-ce que tu en penses, Morgane? Moi, je trouve ça, c'est un magnifique cadeau. Concrètement, je fais des séances prénatales et c'est vraiment un super échange parce que, comme tout le monde, hein, on arrive avec des a priori, on arrive avec des idées reçues sur l'allaitement. Et en fait, au fil de la discussion, on comprend que non, il n'y a pas besoin d'avoir ces idées reçues et que finalement, s'il y a ça, et ben, on peut mettre ça en place. S'il y a ça, et ben, il y a ça. Mm. Et surtout, si j'ai vraiment un souci, ben, j'ai le numéro. Et ça, c'est rien que mentalement de se dire que voilà, si j'ai vraiment un souci, j'ai une solution, j'ai quelqu'un qui peut m'aider, qui peut m'écouter, ben, ça soulage énormément. Donc en prénatal, oui, c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve ça bien. Oui, et puis on a déjà rencontré la consultante ou la personne qui va nous accompagner, donc c'est peut-être plus facile après de la faire venir dans notre intimité avec bébé. Aussi, oui, On l'a déjà rencontrée aussi. Enfin, moi, je pense que je trouverais ça plus facile. effectivement, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu abordes alors en séance prénatale avec les futurs parents? Je commence toujours par eux, leurs ressentis, leurs idées, pourquoi ils veulent allaiter, qu'est-ce que sont leurs plus, leurs moins, qu'est-ce que leurs peurs. Voilà, je pars sur eux et après je donne les informations sur ce que eux ils me rapportent. Je dis n'importe quoi. J'en ai eu une il y a pas longtemps qui me disait moi j'ai peur d'avoir mal. Je dis l'allaitement ne doit pas faire mal. Mm. Et s'il fait mal, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, faut voir pourquoi, etc.
Donc voilà, je vois aussi avec eux les différentes positions. Je vois avec eux les 3 gestes, on va dire, principaux et qui peuvent sauver un allaitement, qui sont la compression mammaire, l'expression manuelle. Expression Mhm. manuelle qui peut être super intéressante si bébé est pas avec nous dans les premières heures pour X raisons, de Ouais. commencer à exprimer son colostrum, enfin, et la, mince, l'assouplissement alvéolaire, je vais réussir. Et voilà, c'est des gestes qui peuvent, alors ça se trouve, on va pas du tout s'en servir, mais c'est des gestes qui peuvent être très importants et qui peuvent aider. Mhm. Après, je parle aussi de comment voir si bébé prend suffisamment de lait, parce que voilà, la question de est-ce qu'il prend assez, etc., est quand même une question très récurrente. Donc, on voit comment on peut dépister si oui ou non. Je parle aussi de la nuit de la Java à la maternité, euh, parce que cette nuit peut en décourager plus d'une, et que quand on le sait, alors je dis pas que ça rend plus facile, mais on arrive plus facilement à la vivre, on va dire. La nuit, Euh, c'est la nuit où toi, tu es au bout de ta vie et où bébé, il est collé au sein toute la nuit, c'est ça en fait? c'est ça, c'est exactement ça. Et Non, on appelle ça la nuit de la Java, ou ça peut être l'appel de la montée de lait. Enfin, il y a plein de noms et c'est physiologique. Et alors, il y a des bébés qui la feront presque pas, et il y en a d'autres qui la feront beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, mm, c'est quand même intéressant de le savoir. Je parle des pics de croissance aussi. Enfin, je donne pas mal d'informations, et à la suite de cette consultation, j'envoie par mail des petits PowerPoint qui récapitulent vraiment les grands axes qui peuvent être sympas à voir. Et puis après, si les parents veulent imprimer pour les avoir dans la valise, pourquoi pas. mhm. Enfin, voilà. Super. Il y a Amandine qui te demande si tu apportes un suivi entre les séances. Si, pardon, j'ai pas compris. Si tu C'est dans apportes la... un suivi entre les séances. Alors, entre les séances, je dis tout le temps aux mamans que si elles ont besoin, je suis là. Effectivement, donc par message, j'ai déjà eu des mamans que j'ai eu au téléphone en me disant ça va plus du tout. Donc à ce moment-là, si j'arrive par téléphone, et ben voilà. Si j'arrive pas, on avance la séance d'après. Voilà. Mais oui, j'assure un suivi. Alors après, les mamans sont super raisonnables et elles m'écrivent vraiment quand ça va pas. Donc je peux me le permettre. Elle t'appelle pas pendant la nuit de la Java, quoi. Non, bah, pas pour l'instant. Après on verra. Mais je trouve ça. Et puis même, je pense que quand on part d'une consultation d'allaitement où on était un peu en stress en arrivant, où on a des réponses, mais on est encore on tâtonne encore, de savoir que voilà, si besoin, on a quelqu'un, Mm, bah, je pense que ça soulage d'un poids. mm, mm. Solène, coucou Solène, nous pose une question. Donc, candidose mammaire et crevasse pour les deux premiers. Est-ce que ce sera forcément pareil pour le troisième? Pas forcément. Après, il faudrait savoir pourquoi les crevasses et la candidose. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ça? Mais pas forcément. Chaque bébé est unique, donc à voir. Et Solène, si tu as besoin, n'hésite pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est candidose mammaire? Parce que crevasse, je vois à peu près. Mais candidose mammaire, je vois pas ce que c'est, moi. C'est une mycose. D'accord. En gros, c'est ça. C'est une mycose au niveau du mamelon où ça fait des douleurs pendant la tétée. Ça peut faire des douleurs entre les tétées. Le mamelon est un peu rosé, quoi. Il est un peu plus rosé que d'habitude. Ouais. Il est pas la même couleur que d'habitude. Et on peut avoir, mince, comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot. Au niveau du bébé, dans la bouche du bébé. Du muguet? Je sais pas si... Merci. Ouais. Voilà, bébé peut avoir. Oui, ça fait méga giga mal. Oui, 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 oui. Et pareil, là, sur une candidose, eh ben, il y a des choses à mettre en place, un traitement pour la mycose. Enfin, voilà. C'est à être accompagné aussi parce qu'effectivement, ça fait très mal et les douleurs peuvent être un sevrage quoi, un sevrage. Mm. Oui, Donc, ça peut décourager, quoi. oui, Mm. oui, oui.
Et les crevasses, ça peut venir de quoi? Ça peut venir d'une position pas optimale aussi ou Ouais. Les Mm. crevasses, la plupart du temps, si on a une crevasse, c'est soit la position qui est pas adaptée, soit une succion du bébé qui n'est pas adaptée, qui est pas optimale. Et en fait, bah, la position fait que bébé est dans une mauvaise position, donc il n'arrive pas à téter, donc ça fait des frottements, et ben ça fait après une gerçure, et puis ça fait une crevasse, etc. Et Mhm. sinon, si une mauvaise succion avec par exemple un frein, et ben pareil, donc un frottement qui fait une crevasse. Et pareil, ça fait très très mal. Et ça peut être un arrêt d'allaitement. Ouais, c'est sûr. Quand on sait pas d'où ça vient et qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner, ouais, on peut se dire j'arrête là. C'est ça, c'est ça. Après, il y a des personnes qui disent que pourquoi pas mettre des bouts de sein pour Mhm. soulager les crevasses. Donc, la plupart du temps, quand on me dit ça, je dis pourquoi pas, si ça soulage la douleur. Mais il faut savoir que des bouts de sein mis après sont la plupart du temps pas faciles à enlever tout de suite. Ça s'enlève pas du jour au lendemain, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut un peu peser le pour et le contre. Et que en mettant des bouts de sein, en fait, on cache un peu le problème. D'accord. On cache le problème parce que, bah, alors oui, ça frotte peut-être moins sur le mamelon, donc il y a moins de crevasses. Mais c'est que je suis en train de lire pardon, en même temps, donc ça m'a perturbée. Donc oui, on a moins de crevasses avec le bout de sein, mais s'il y a un problème de position ou un problème de succion, eh ben, on cache le problème. Mhm. Les bouts de sein sont à utiliser dans certains cas. Et ils peuvent être très intéressants à être utilisés, mais faut faire attention et il faut balance bénéfice-risque, comme Ouais. d'habitude. Faut voir. Comme la tétine, comme. Ouais, ouais. Il n'y a pas de, bah, de toute façon, comme surtout, il n'y a pas de réponse préétablie. On sait ce qui est le mieux, Mm. ce qui est vraiment optimal, ce qui est super. Mais après, il faut voir avec tout le reste, et puis nos habitudes de vie, et puis notre façon de faire. Ouais, bien sûr. Mm. C'est comme tout en fait dans le domaine de la parentalité, quoi. Il y C'est a ça, voilà, le truc entre guillemets top du top et puis bah, on fait aussi ce qu'on peut avec ce qu'on est, avec plein de choses en fait, avec bébé, avec voilà, donc ouais, on fait ce qu'on peut en tant que parent. C'est pas mal de le rappeler. c'est ça. Ouais. Il y a Pauline qui est intéressée par ce rendez-vous prénatal et qui demande à quel moment de la grossesse il vaut mieux le faire et du coup s'il faut venir obligatoirement à Vichy ou si tu te déplaces. Alors je sais pas si tu fais à domicile. Après moi je peux proposer mon local à Doyer si ça peut rapprocher des familles. On fait une journée où Morgane elle est là et vous prenez tous vos rendez-vous ce jour-là. Mais bah, c'est une proposition, hein. Ah, mais oui, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc ouais, à quel moment de la grossesse il vaut mieux le faire? Euh, et ben, moi, je préconise sur la fin, mais pas trop tard non plus, au cas où bah, qu'il y ait une prématurité ou quelque chose, pour avoir tous les éléments. Et sur la fin, pour bah, garder quand même en mémoire, pas le faire trop tôt. Oui, parce que si on le fait au début de la grossesse, on perd un peu des neurones des fois pendant la grossesse aussi. Donc, C'est ça. on Donc passe beaucoup d'infos en même temps, quoi. Donc, autant pas le faire trop, trop tôt, ouais. après, quand je fais les rendez-vous prénatales, donc comme j'ai dit, j'envoie des petits PowerPoint où il y a les gros, les grosses choses à savoir, les grosses idées, enfin voilà, les grosses notions, on va dire. Mm. Surtout, je dis que si à la maternité, il y a besoin, alors dans le contexte d'aujourd'hui, je ne peux pas y aller, mais je suis joignable par téléphone. Ouais, Donc, ouais, faut pas hésiter. bon, bah super. Donc, si vous êtes plusieurs mamans autour de Montluçon à être intéressées, je peux mettre à disposition mon local à Doyer pour accueillir Morgane et vous accueillir pour des consultations. Enfin, moi, en tout cas, je le ferai avec plaisir. Bah, moi aussi, en plus, je te verrai, donc Voilà, parfait. Bon, il reste 10 petites minutes. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de réagir, de poser des questions à Morgane, de parler de votre expérience aussi, n'hésitez pas. Il nous reste encore 10 minutes. Moi, j'avais une petite coucou question. Julie. Ouais, coucou Julie. J'avais une petite question, moi. Alors, j'y connais absolument rien, mais sur les coquillages d'allaitement.
J'ai l'impression qu'il y a 4 ans, on n'en parlait pas, ou il n'y en avait pas, ou je sais pas, ou moins que maintenant aujourd'hui. Mais je vois souvent passer bah, voilà, des pubs ou des personnes qui utilisent les coquillages d'allaitement. À quoi ça sert en fait? C'est très joli et je me demande à quoi ça sert. Les coquillages d'allaitement sont intéressants s'il y a des crevasses aussi. D'accord. Au niveau, voilà, au niveau bah, de protéger, parce que quand on a une crevasse, et ben bon, rien que n'importe quel frottement fait très très mal. Et donc voilà, c'est possible de les utiliser dans ce cas-là. Et effectivement, on en parle de plus en plus. Moi personnellement, j'ai jamais utilisé, mais pareil, j'ai eu des mamans qui m'ont dit que ça a sauvé leur moment de douleur atroce, que c'était très intéressant. Après, il faut savoir que c'est assez fragile. Donc, Mhm. si c'est des mamans qui ont bah, des difficultés, qui lâchent facilement des choses, voilà, ça peut facilement être cassable. Mais apparemment, c'est vraiment très très bien. Ok. Et c'est pareil que les coupelles d'argent, demande Solène. Oui, ça a à peu près la même fonctionnalité. Ok. En tout cas, enfin, j'en ai vu passer des très 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 belles. Ça me servirait plus, mais je trouve ça joli. Bon, du coup, il y a plusieurs mamans qui ont réagi pour l'antenne à Doyer. Et Donc, bah, dès qu'on est déconfiné, avec plaisir. après, tu continues Mais pas les consultations là pendant le confinement. Pour l'instant, tu as encore le droit. oui, pour l'instant, j'ai encore le droit. Quand je peux faire en visio, par contre, je fais en visio. Je Ok. rebondis pour la consultation prénatale. C'est une consultation, vu que c'est que de l'information, j'ai envie de dire, qu'on Mm. peut faire totalement en visio. Il n'y a pas de souci. Après, quand il y a besoin de voir une tétée, bah, la visio, donc dans ce cas-là, c'est en présentiel. Ouais, ok. Donc en attendant, ouais, c'est tout à fait possible de réserver encore en visio si besoin. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Ok. Bon, pour l'instant, je crois qu'on n'a plus de questions. Il nous reste que quelques minutes. Est-ce qu'il y a autre chose, toi, que tu avais envie de partager, un autre sujet dont tu veux nous faire part sur l'allaitement? Comme ça, pas forcément. Merci. Merci en tout cas. Je stressais énormément et en fait, ça se fait bien. Ça Ouais, va. chouette, ouais. Bon, moi, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci en tout cas à toutes pour vos échanges. Et puis, coucou Alison, on a fini, on disait au revoir. Désolée. Donc voilà, de toute façon, la vidéo, elle va être dispo en replay. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans les commentaires ou directement à Morgane, du coup, sur son compte Insta. Oui, N'hésitez pas à lui n'hésitez poser des pas. questions. Voilà. Merci à toutes, en tout cas, pour ce live. Et puis à bientôt. Merci Morgane. Salut. Salut.